tout le monde a reçu, n'est-ce pas? Oui. Tout le monde l'a lu? Oui. Non. Quelques personnes ne l'ont pas lu? J'ai pas fini. Pas terminé. Bon, alors on va essayer d'en dire le plus possible sans spoiler. Mais bon, on va tout de même en parler en long et en large. Enfin, on risque. Bon, alors quelques mots rapides pour le résumer brièvement, avant d'en parler plus longuement pendant cette rencontre. C'est l'histoire de deux femmes, une mère et sa fille, qui vivent dans une cabane en forêt, loin du monde, quasiment isolées. Alors on apprend progressivement les raisons de leur retrait. Est-ce qu'on peut se retirer du monde civilisé, se reconstruire en se confrontant presque seul à la nature? C'est une des questions que l'on va aborder tous ensemble ce soir. Je précise que le texte a d'abord été publié chez Livry Nova, où il a gagné le prix des étoiles avant d'être publié chez HarperCollins. À votre droite, Nicolas Maleski. Bonsoir Nicolas. Alors La science de l'esquive est votre second roman. Le premier s'intitulait Sous le compost. Il est d'ailleurs disponible depuis quelques jours au format poche, chez HarperCollins poche. Il était question dans ce roman de drôles de relations adultérines dans un petit village de province, une petite ville de province, avec un personnage un peu cynique et misanthrope. Alors dans La science de l'esquive, vous mettez en scène un certain Kamel Wozniak. C'est un homme qui fuit un crime dont on ne saura rien avant les dernières pages du roman. Il y en a qui ne l'ont pas lu. Alors ce sera peut-être un des éléments sur lesquels on ne va peut-être pas insister. On va tout de même en parler, mais sans dévoiler trop de choses. Alors il tente de disparaître momentanément des radars en se réfugiant dans une petite ville de province qui n'est pas forcément la même que dans votre précédent roman. Rapidement, il se rend compte, malgré lui, que ce n'est pas si facile de s'enfermer, de s'échapper. On va évidemment en parler ensemble avec des lecteurs qui l'ont lu. Alors, un des points communs entre les deux romans, c'est qu'ils sont tous les deux premières publications d'un nouveau catalogue chez HarperCollins. Un nouveau catalogue est dédié à la fiction française, Traversée. C'est le nom de la collection qui a été lancée donc en janvier par Marie-Eugène, qui est également présente avec nous. Bonsoir Marie. Bonsoir, ça fonctionne. Bonsoir. Bien. Vous êtes la directrice éditoriale donc, de cette collection d'HarperCollins. Vous allez également répondre à quelques questions tout au long de la soirée et nous présenter plus en détail cette collection. J'en profite pour remercier HarperCollins de nous avoir permis d'organiser cette rencontre. Alors toutes ces questions pour Marie, pour Nicolas, pour Aurélie, c'est vous qui allez les poser, notamment. J'en ai quelques-unes aussi, mais n'hésitez pas, comme vous avez lu au moins l'un des deux romans, peut-être les deux, même si vous n'avez pas forcément terminé, vraiment n'hésitez pas pendant toute la rencontre, on a environ 1 heure pour en parler ensemble, n'hésitez pas à poser vos questions, à rebondir sur les échanges, à transmettre voilà, vos réactions sur les livres. Voilà, on a à peu près 1 heure, ensuite on passera à la séance de dédicace. Alors j'ai une première question pour lancer un peu la discussion. Pour Marie peut-être, pour commencer, sur la naissance de cette collection. Alors c'est une collection, donc je le disais, dédiée à la littérature française, dans une maison au départ américaine. Comment est-ce que vous avez abordé, vous, la création de cette collection? Alors je vais essayer d'être bref parce que j'ai l'impression que c'est fort. Vous m'entendez? Oui, c'est bien. Parce que ça a été un long processus quand même. Moi je suis arrivée il y a 1 an chez HarperCollins, après plusieurs années passées chez Stock puis Fleuve, où je m'occupais de littérature française également. Et évidemment, le gros enjeu, le pari quand je suis arrivée, c'était d'ouvrir ce catalogue de fiction française et déjà de trouver des auteurs, des textes, puisque je suis partie d'une page blanche, ce qui est très excitant, mais aussi assez angoissant par certains aspects, mais une angoisse positive. Et surtout, la suite, ça a été de se dire il va falloir aussi qu'on existe, qu'on aille en parler aux libraires, aux journalistes, aux lecteurs, etc. Et comment on explique qu'on ouvre un catalogue de fiction française dans une maison américaine, qu'on ne connaît pas en France, et avec toutes les confusions que ça engendre, les confusions qui sont déjà en train de disparaître grâce au travail de toute l'équipe HarperCollins. Les confusions, ça commence déjà par les dictionnaires. Très souvent, à commencer par mes parents, on m'a dit « Ah bon, mais tu vas faire des dictionnaires, c'est fini les romans ?» Donc il y a ça. Et puis il y a autre chose, donc ça passe assez vite, on explique que non, c'est Robert et Collins, là c'est HarperCollins. Et tout simplement, notre travail, c'est un travail de pèlerin. On prend notre bâton de pèlerin, on sillonne la France et on va présenter la maison. Donc avant les textes, puisque ça a précédé l'arrivée des textes qui ont paru le 8 janvier.
Très rapidement, HarperCollins, c'est une maison qui a 200 ans d'existence. C'est une des plus vieilles maisons, institutions américaines, anglo-américaines, qui a été fondée par deux frères, les frères Harper, qui rapidement ont rejoint Collins, un industriel. Donc les frères Harper étaient des imprimeurs, éditeurs, Collins un industriel, et ça a donné HarperCollins. Et depuis plusieurs années, HarperCollins s'est installé dans plusieurs pays du monde, dans 18 pays en tout aujourd'hui, comme Hachette présent dans le monde entier, HarperCollins est présent dans le monde entier. Donc l'idée de cette collection de littérature française, ce n'est pas de développer une filiale supplémentaire d'Harper. Déjà, la maison préexiste depuis 3 ans avec des documents, du Pollard, John Winslow, il y a eu Philippe Manœuvre, Gloria Steinem, le féministe. Il y a eu un grand travail de fait en 3 ans. Et la collection de fiction française, c'est l'émanation naturelle de ce catalogue et aussi l'envie de s'implanter complètement en France en recrutant des auteurs français et francophones et en développant vraiment un catalogue d'auteurs au long cours, en publiant de manière raisonnable. Dans cette collection, il y aura 8 titres par an au maximum pour accompagner justement chaque texte dans le temps et chaque auteur du travail sur le texte jusqu'au lancement en librairie. Voilà. Donc des auteurs français, j'ai lu quelque part dans l'entretien que vous souhaitiez vous éloigner de l'autofiction. C'est le romanesque qui vous intéresse. Quelles sont les qualités en fait de romanesque? Quelles sont les qualités que vous recherchez chez les auteurs? Alors globalement chez les auteurs, mais depuis que je travaille dans l'édition, ce que je recherche, je suis une grosse lectrice de littérature francophone depuis très longtemps, et je ne rejette pas du tout l'autofiction, c'est un genre qui m'a plu, qui me plaît, j'adore Hervé Guibert, j'ai pu aimer certains textes de Christine Angot, j'aime Annie Ernaux, c'est un travail autour de l'autofiction. Simplement, moi j'ai vraiment envie, et surtout en travaillant dans une maison d'ascendance anglo-saxonne, j'ai envie de relier justement nos deux mondes, et c'est aussi l'idée de la traversée et du pont qu'on est en train de faire. J'ai envie de relier la force de la dramaturgie, du romanesque, des histoires, tout en ne négligeant pas l'orfèvrerie, le style et la maîtrise de la phrase. Donc vraiment, quand je recherche des auteurs, je cherche à la fois des histoires, mais je cherche surtout des empreintes littéraires et des styles qui porteront ces histoires pour les emmener très loin, et surtout qu'une fois le livre fermé, il ne nous reste pas en tête qu'une histoire, mais bien un monde en tout cas qui prend un écho différent chez chacun d'entre nous. Alors un dernier mot avant de passer la parole aux deux auteurs. Ce que vous recherchez, vous l'avez tout de suite trouvé chez les deux auteurs présents ce soir? Oui, alors Nicolas, il faut que je commence par Nicolas. C'est pas l'ordre habituel, je devrais commencer par Aurélie, par une femme, mais je commence par Nicolas parce qu'on a travaillé ensemble précédemment sous Compost. C'est un texte que j'ai eu en fait dans ma boîte mail en 2015 grâce à Christian Garcin, qui est un auteur que je publiais chez Stock à l'époque et qui me dit voilà, il faut que tu lises ce garçon, il faut que tu lises Nicolas. Et c'était Sous le Compost, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Donc j'ai publié le premier texte de Nicolas en 2017 chez Fleuve, dans la rentrée littéraire de janvier, et il a reçu un très bel accueil. Et ensuite, chez Nicolas, j'ai trouvé exactement cet équilibre dont je parlais juste avant. Il en parlera mieux justement de sa façon de travailler le texte. Et Aurélie, pareil. Alors Aurélie, c'est la première autrice que j'ai lue après avoir signé, et alors que j'étais dans ma recherche éperdue de textes et d'auteurs, et je vous jure que c'est pas simple et facile, et on ne trouve pas des textes excellents tous les jours. Et en fait, Aurélie, je l'ai eu entre les mains un vendredi soir. Le samedi matin, j'ai envoyé un mail pour supplier Louis-Nova de pouvoir la signer. Et il y avait d'autres personnes sur le coup. Et on s'est rencontrés, et voilà, et j'ai trouvé ça tout de suite dans Préférer l'hiver, c'est-à-dire, a priori, pour celles et ceux qui ont lu une dramaturgie qui frappe pas immédiatement, mais il y a un vrai travail justement sur la narration, sans facilité, sans justement aller au bout de chaque germe d'histoire, et c'est ça qui est très fort. Et il y avait l'empreinte stylistique des premiers romans, je trouve que c'est ce qui doit... parce que c'est une longue aventure, a priori. Moi, quand je signe avec un auteur, je veux que ça dure très longtemps. Donc je me suis dit, là, je pense qu'il n'y a pas qu'un roman. Voilà. On va revenir sur certains aspects. Donc Aurélie, peut-être, donc il s'agit de votre premier roman.
Il a d'abord été publié chez Libri Nova. Alors on ne connaît pas forcément très bien. Comment est-ce qu'il est né exactement ce texte? Il a été publié donc, pour Libri Nova. Vous l'aviez déjà en vous? Vous l'aviez déjà... Ah non, je l'avais effectivement, moi je l'ai écrit et je l'ai mis sur la plateforme pour qu'il ait peut-être une vie. Et c'est comme ça qu'il s'est fait repérer et puis ça a cheminé jusqu'à Marie. Mais je ne l'ai pas écrit pour ça. Alors, le cadre est très important dans votre roman. On est dans une forêt en hiver. Vous nous faites vivre le contact quotidien de ces deux femmes avec une nature qui est parfois hostile, une nature qui les entoure. C'est de la forêt, plutôt de cette cabane dans la forêt, cette idée de cabane qui est née directement, ce roman, cette histoire avant même les personnages peut-être? Qu'est-ce qui est né en premier? Je pense que ce qui est né en premier, c'est peut-être la volonté d'évoquer la question du deuil et du drame, et qu'après, d'aller explorer comment on peut s'en remettre, a fait naître la forêt, l'hiver, un espace qui pourrait peut-être rendre la survie possible. Mais je pense que le point de départ, c'est plutôt sur la notion d'épreuve et de comment on se relève d'une épreuve, sur où est-ce qu'on va chercher la force de se relever. Je pense que c'est plutôt ça le point de départ. Et alors, ça se passe dans une forêt. Je reviens un petit peu sur cet élément, parce qu'on peut lire dès la quatrième de couverture du livre que vous vivez vous-même en forêt, quelque part en France, on n'est pas précisé. Vous avez vous-même un rapport quotidien à la nature? Ah oui, je vis en forêt, je suis revenue vivre en forêt il y a quelques années, donc j'ai effectivement une acquaintance forte avec ce lieu-là, qui se sent dans le livre. C'est un espace pour moi qui peut à la fois être très inquiétant et très sécurisant. Donc c'était aussi ça que je voulais explorer, cet espace très... c'est un nid parce que quand même dans la forêt on se sent, je trouve, très, très contenu et très enveloppé, avec quelque chose de très vertical qui est pour moi, je trouve, très contenant, et en même temps c'est un espace ouvert, extérieur, où les choses peuvent se passer. J'aimais ce double aspect. Alors Nicolas, nous, dans votre roman, on est entouré de la nature, même si on reste dans un village, et qu'une bonne partie de l'action se déroule non pas tant dans le village que dans une maison sans grande aspérité d'ailleurs. Ces différentes couches, la région montagneuse, le village, la maison, ce sont les trois cadres qui vous intéressaient particulièrement? Ce qui m'intéressait initialement, c'était l'idée d'une cavale, et pour le cavale, il faut forcément un lieu, et j'avais l'idée de travailler ces paysages de Cévennes, de Sud-Cévennes, de Causse, de rivière où on peut se baigner l'été, c'était le temps des vacances, c'est ça qui m'intéressait. Une petite ville, je voulais, comme vous disiez, parler tout à l'heure de mon précédent roman qui était plutôt un village. Là, effectivement, c'est aussi une petite ville. J'aime bien l'idée d'un territoire littéraire très circonscrit, où on peut reconstituer le monde du roman assez rapidement. C'est une sorte de cocon dans lequel j'ai placé ce personnage en cavale. Et c'est des gens que vous connaissez aussi bien. Donc, Aurélie, elle connaît bien la forêt, et ça a pu lui permettre d'en parler dans le roman. Vous-même, c'est des régions que vous connaissez bien. Pour pouvoir en parler, il faut les connaître. Je ne les connais pas bien, j'y suis passé, j'y ai passé des vacances. C'est aussi, je crois, le plaisir c'est un endroit où je n'aime jamais aller en vacances. Donc j'avais plaisir à écrire un endroit de vacances. Je reviendrai souvent vers vous quand on rencontre, si vous souhaitez rebondir. On a un micro pour vous. N'hésitez pas à lever la main pour poser une question, pour rebondir sur les échanges. Alors, c'est un point commun entre vos deux romans, peut-être, c'est l'idée de fuite. Elle est déjà présente dans le titre de votre livre, Nicolas. C'est quelque chose qui relie peut-être vos deux romans, même si cette question n'est pas forcément traitée de la même façon. C'est une notion qui vous travaille tout de même personnellement, qui vous interroge. Alors, Nicolas, peut-être, pour commencer. Non, moi, c'est avant tout un prétexte à écrire, de mettre un personnage, de le faire sortir de son environnement naturel, de le mettre dans une petite ville qu'il ne connaît pas, lui faire rencontrer des gens qu'il ne connaît pas. Ben, c'est déjà le début d'une histoire. Donc l'idée de la cavale, c'est vraiment que le prétexte à écrire. Oui, il y a des questions de fuite aussi dans votre roman. C'est marrant parce que je ne pensais pas trop à cette notion de fuite, même pour Nicolas. Alors, je trouve que ce qu'on a en commun, peut-être, c'est une notion de retraite ou de repli. Parce que la fuite, je trouve,
il y a l'idée de mouvement quelque part. La fuite, je porte une idée de mouvement. Je trouve que chez Nicolas, il y a eu un mouvement, mais pour se terrer. Et je trouve qu'on a effectivement ça en commun. Moi aussi, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'être allé quelque part pour y rester, ouais, voilà, pour s'isoler. Donc je suis d'accord, je trouve qu'on partage ça avec une notion de repli, de mur, de se resserrer là. Comment l'interpréter d'ailleurs cet isolement de vos deux personnages? On peut voir ça de deux manières. D'un côté, peut-être une sorte de suicide social, on se demande d'ailleurs comment elles vont survivre à cet hiver. Et de l'autre côté, on peut dire que c'est une reconstruction qui est nécessaire, qui leur est nécessaire pour survivre. Comment est-ce que vous avez abordé, vous, cette question d'isolement? Je pense que la question de l'isolement, j'ai voulu l'installer en disant que c'était vital en fait. C'était que le monde extérieur, avec tout ce qu'il comportait, de vie, de relations, de contacts, d'autres, c'était trop pour ces femmes en fait. Après avoir vécu des choses trop dures, qu'il ne se passe plus rien, c'était une façon d'essayer de vivre encore, vraiment. Donc c'est un isolement, pas pour se suicider, mais pour dire là c'est peut-être la seule option qu'on a pour se concentrer sur nous et essayer de continuer de vivre. Nicolas Horry parlait de retraite plutôt que de fuite. Vous, il y a effectivement cette idée de cavale qui est peut-être à l'origine du livre. Et en fait, finalement, une fois il n'arrive pas à s'échapper complètement, ce personnage. Finalement, il se terre et ça pourrait être une fuite, et en fait, ça ne l'est pas. Oui, c'est la rencontre des personnages sur place qui va faire que le roman va prendre une autre direction. Je n'avais pas tout à fait prévu initialement, mais ça m'a bien pu continuer ce schéma-là et au fur et à mesure, il n'y avait plus d'autres solutions que de développer le fait que le héros finalement s'inscrive dans cette nouvelle ville. Je voulais même que ça continue, mais bon, je suis reparti sur d'autres horizons. Ce qui veut dire que vous avez commencé le livre sans forcément savoir ce qui allait se passer, forcément dans cette cavale justement. Non, j'avais, si je reprends le fil, j'avais l'idée de cette cavale-là, un certain nombre de personnages à rencontrer, à explorer, et puis il me manquait le motif de la cavale. Je voulais que ça soit assez noir, mais je voulais pas qu'on est dans un faux polar. Je voulais que la motivation ne soit pas face à un crime. Je voulais pas que ce soit du sang, je voulais que ce soit plus moral. Et sur cette idée alors non pas peut-être de fuite, mais de retraite, Marie, c'est un thème qui vous intéressait, vous, en tant qu'éditrice, quand vous avez lu ces deux romans? Vous saviez que vous allez publier les deux? Je crois qu'en fait là c'est vraiment parfaitement inconscient et qu'il va falloir, je sais pas, faire plus de divan. Mais étrangement, oui, effectivement il y a cette notion de. Je le vois, j'ai pu le dire fuite parfois en parlant des livres, je dirais plus que les deux sont des manières de se réinventer. Je crois qu'on a tous, toutes fantasmé un jour, peut-être qu'on le fait encore d'ailleurs. Notre départ, quand ce n'est pas notre mort, non, mais en tout cas notre départ ailleurs, un changement de vie, une façon de redistribuer les cartes, etc. Et je pense que ces textes sont aussi étonnants, touchants et bien faits sur ces sujets-là. En tout cas, c'est une manière, encore une fois, la traversée aussi, c'est des manières c'est des passages, on ne sait pas du tout ce qu'il y aura à la fin, on sort de les traversées dans des états très différents. Et je pense que c'est le cas dans le texte d'Aurélie, c'est le cas dans le texte de Nicolas. Alors pour ceux qui n'ont pas lu, je ne veux pas trop en dire, mais qu'est-ce qui se passe au bout de cette traversée qui est une fuite, une cavale, un repli, tout ce qu'on veut, et comment on en ressort, et en tout cas qu'il soit sombre par endroits ou très lumineux, il y a en tout cas une envie de changement et de révolution ou de mouvement. Vous avez des questions? Une question ici, on va vous donner le micro. Bien vous entendre. Oui, j'ai lu les. Il marche bien, il faut juste l'avoir bien proche de la bouche. J'ai lu les deux livres que je trouvais vraiment très intéressants. Vous êtes sûr qu'il marche? Je suis pas sûr. Il marche pas. Parlez fort. Je vous prends ce qui fonctionne, c'est plus simple. Oui, donc. Ça marche mieux. J'ai lu les deux livres que je trouvais extrêmement différents. Sur celui d'Aurélie, alors, pour être tout à fait sincère, j'ai trouvé le style magnifique, enfin un français remarquable qu'on a écrit assez peu.
J'avais une question. Vous avez, alors j'entre pas dans les débats autofiction et autres, vous avez traversé cette épreuve de la perte d'un être cher, parce que en lisant le texte, franchement, j'ai du mal à... J'ai pensé à Harding, je ne sais pas si vous avez lu le livre. Paul Harding a écrit un bouquin il y a 10 ans, c'est un auteur américain, sur son père qui décède, et ça se passe dans les bois, et c'est en plein hiver. Et j'ai trouvé et rien ne nous est épargné, hein. Il expire parce qu'il a une maladie absolument atroce. Et j'ai trouvé le livre plus lumineux que celui-ci où, sincèrement, j'ai eu du mal à aller jusqu'au bout, mais pour une raison toute bête. C'est que, j'ai pas tout à fait compris le lien entre ce qui arrivait à ces deux femmes et l'expérience qu'elles vivaient en forêt. Et deux, j'ai trouvé que la description était vraiment magnifique sur le plan formel, mais dur, enfin c'est dur à lire. Alors j'ai dû lire ça à un moment où j'étais un peu stressé moi-même. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait une dichotomie entre un français que j'ai adoré, sincèrement, enfin c'est vraiment très bien écrit, et la narration où je me suis un peu perdu dans le bouquin. Donc d'où ma question, est-ce qu'il y a quand même un peu d'éléments réels sur lesquels vous fondez le livre, ou est-ce que c'est une pure fiction? Alors je ne sais pas si répondre à cette question va vraiment répondre à la vraie question. J'ai pas perdu d'enfant moi, alors je l'ai vécu de près parce que des amis ont perdu leur enfant, mais je suis pas sûre que dans un cas comme dans l'autre, ça répond à ce que vous évoquez. Vous parlez de dureté, effectivement, du coup il y a quelque chose que je voulais très entier, et je crois que je le dis d'ailleurs que le sujet n'est pas tant de faire de la littérature, puisqu'il y a des choses à un moment donné sur lesquelles on ne peut même pas écrire. Donc ce que j'avais envie d'explorer, c'était cette question du cheminement intérieur, cette psychologie-là. Ça aurait pu être d'autres drames, ça aurait pu être toute autre chose. C'est plus la question de la déconstruction quand on est touché par quelque chose, ça peut être le deuil tout court, ou toute autre, la maladie, ou toute autre épreuve. Sur quoi on peut s'appuyer? C'est pour ça que c'est aussi, je pense, qu'il y a un lien de parenté entre ces deux femmes. C'est la question du fondement identitaire, sur quoi je peux m'appuyer pour me reconstruire, donc de quoi j'ai hérité, est-ce que je ressemble à qui, comment. Donc c'était plus explorer cette sorte de déconstruction et de chercher des appuis dans la nature, dans la filiation, etc., pour essayer de se reconstruire. C'est pour ça que je ne sais pas si l'action de savoir si j'ai moi-même vécu ce genre de deuil aide vraiment à répondre, mais... Ouais, c'est ce que vous faites, je crois que c'est au début du livre, vous parlez de la différence entre les romanciers et c'est la mère qui déclare qu'il y a 3 types de littérature. Il y a alors j'ai plus en tête, je suis désolé, il y a ceux qui écrivent des histoires avec une forme un peu quelconque, ceux qui écrivent des histoires avec une forme magnifique, et puis ceux qui écrivent... Moi, c'est pas dans... Pour les deux, ouais. Moi j'ai trouvé que le style était vraiment exceptionnel, j'ai vraiment lu des livres aussi bien écrits, et qu'après, dans la construction du livre, c'est assez... moi j'ai du mal à entrer dedans, mais pour une raison bête, c'est que tout ce que vous m'avez décrit là, le rapport entre les deux femmes, je ne l'ai pas retrouvé dans le film narratif, et qui est très beau, qui est des descriptions magnifiques et tout, mais d'abord elles sont très noires, il faut vraiment avoir accroché. Et deux, dans le deuil, etc., j'ai vu des trucs terribles, des relations de corps, des choses épouvantables. Mais il y avait toujours un peu de lumière dans tous ces, même dans quand on dit etc., et là, tout est noir, et j'ai pas compris le lien entre les deux. Pardon, je me permets d'intervenir. Non, mais là, on touche à toute la subjectivité des lecteurs, c'est-à-dire que moi, quand je l'ai lu, alors peut-être que j'étais extrêmement euphorique et dans l'ivresse de la vie à ce moment-là, et j'entends votre point de vue, mais c'est vrai que quand je l'ai lu, moi j'ai vu tout l'aspect lumineux. C'est-à-dire que justement, le fait, parce que j'avais en tête évidemment, il m'a ému ce livre au départ parce que ça faisait écho à des lectures qui ont compté pour moi, de romans noirs américains, même de romans français.
Mais ce que j'ai aimé justement, c'est que j'avais l'impression qu'on ne s'apesantissait pas sur justement le pourquoi du deuil. Finalement, ces deux fils, ces deux fils, est-ce qu'on a envie de savoir? En fait, c'est là qu'il est universel ce texte, c'est qu'on n'a pas vraiment besoin, je crois, de pousser du détail, de la compréhension, de l'argumentation autour de ça. Ce qui touche, c'est la manière dont justement elle trouve des appuis et la manière dont elle, surtout la fille, observe sa mère dans la méfiance, dans la crainte, dans l'admiration. Et la manière dont elles vont sortir de cette sidération qui suit des deuils ou en tout cas des épreuves de la vie. Et je pense que là, mais c'est intéressant, et on a entendu d'ailleurs des retours de lecture dans cet esprit, c'est normal. Je pense qu'on touche à l'universalité, subjectivité de ces sujets-là. Et à mon avis, c'est là aussi la force du texte, c'est qu'il provoque ça. Soit une pure noirceur, j'ai pu l'entendre aussi, soit pour moi ça a été plutôt quelque chose de lumineux. J'ai eu l'impression que ça pouvait être un livre de deuil justement, un livre pour passer outre ces expériences-là. Et le deuil d'ailleurs n'est pas cité tout de suite, on le découvre au fur et à mesure, on le découvre à un moment donné. Comment est-ce que vous avez abordé le fait d'en parler directement? C'était plus difficile d'écrire ces pages sur le deuil? Non, pas spécialement. C'est vrai que ça n'arrive pas tout de suite et j'entends aussi cette question de la noirceur qui est assez marrant parce que du coup cette neige à l'inverse, et je pense que j'ai un fonctionnement aussi très oxymorique comme ça qui me va bien en fait. J'aime l'idée du soleil noir pour le coup, c'est quelque chose qui me... c'est comme j'entendais des gens certaines réactions pour des personnes, et c'est bien légitime, disait qu'il ne se passait pas assez de choses. C'est marrant parce que moi j'avais le sentiment qu'il se passait énormément de choses. Donc c'est effectivement, je ne peux rien dire au risque de vous donner l'impression de chercher à vous convaincre, ce qui n'est pas l'idée. Donc c'est pas spécialement difficile à aborder parce que je l'avais touché du doigt autrement. Donc après, je trouve que l'exercice d'écriture nous permet ça, d'aller précisément où on a envie d'aller, de le tester, de le tenter. Donc, parce qu'on il n'y a pas de limite à ça. des lecteurs ont pu trouver ça noir, sombre, mais personne ne parle de pathos par exemple. C'était un risque de parler de ce sujet-là et de tomber dans le pathos. Oui, et puis c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de ce qui me faisait peur, c'était d'essayer de faire de la littérature, de tomber complètement à côté, d'essayer d'être facile sur un sujet qui ne l'est pas, ou d'en faire trop, et effectivement tomber dans le pathos. Et c'était pas... il y a effectivement plusieurs façons de le voir. Est-ce que c'est un livre qui parle du deuil et de la souffrance, ou est-ce que c'est un livre qui parle de comment je me relève de ça, comment je me reconstruis? J'étais plutôt là-dessus. Il y a une question. Moi justement, j'ai trouvé... moi j'ai pas lu encore le livre de Nicolas Maleschi, mais j'ai lu le livre de Henri Guéjanon, que j'ai trouvé au contraire, après c'est effectivement la subjectivité de chacun, mais moi j'ai été saisie par... justement la lumière, peut-être parce que, comme vous dites, c'est un soleil noir et c'est assez sombre, et du coup, la relation avec la mer, c'est pour moi des percées de lumière qui sont vraiment saisissantes pendant la lecture, et j'ai adoré ce livre. Et je me demandais comment ça s'était passé, en fait, l'accompagnement éditorial de cette écriture, dans la mesure où c'est un texte justement très intérieur, très intime, sûrement aussi, vous disiez, inspiré forcément, j'imagine, d'épreuves autobiographiques. Comment s'est passé l'accompagnement de l'écriture? Alors c'est un peu particulier parce que quand je suis arrivée et quand on s'est rencontrés, le texte existait déjà tel quel et plutôt complet, j'ai l'impression. Donc, et j'ai pas non plus de moyens de comparer. Donc les discussions qu'on a plus eues, je pense que tu peux en parler, mais tu as relu, on a échangé, peut-être précisé quelques passages, mais c'était déjà... Très honnêtement, il marche pas. Très honnêtement, c'était quasi frustrant parce que c'était des points de détail, c'est vraiment de l'orfèvrerie pure. Alors, dans le métier, il y a des phases différentes, il y a des phases où il faut accompagner dès l'origine du livre. Là, parfois, il m'arrive en ce moment de me faire des entretiens, parler avec les personnes et tout.
Et puis parfois, un texte arrive et c'est la phrase qu'on bouge dans le détail, etc. Mais sur la dramaturgie, justement, parce que c'est une question, je ne me suis pas dit à aucun moment « Ah, il faut qu'on développe plus, là, il faut qu'on comprenne mieux le fils, là, il faut qu'on comprenne mieux… » Bon, j'essaie de pas trop en dire en même temps, mais… Parce que le texte était là, et voilà, orfèvrerie pure, couture. Nicolas, votre personnage aussi suit un lourd passé qui ne se dévoile que vers la fin, donc là on ne va pas trop en dire, mais tout de même, ce passé il était présent dès le départ dans votre esprit. Il y avait l'idée de dévoiler aussi les parties sombres de chacun. Oui, les personnages se dessinent au fur et à mesure, mais j'avais l'envie de… J'ai passé du temps à dire le contraire, mais maintenant en fait je dis l'inverse, et c'est la vérité. Il y a une part de politique et c'est ce que j'aime aussi parfois dans les romans. Et autant je peux dire que je me sers de faits de société, mais je suis là pour servir une cause. Finalement, je me demande si c'est pas quelque chose qui me tient plus à cœur que prévu, que ce soit le passé de Kamel Wozniak, une des raisons de sa fuite, ou même l'odyssée des jeunes camarades agriculteurs. C'est aussi des choses qui me tiennent à cœur et que j'aime bien développer. Ça a été remarqué par des lecteurs. Je cite un lecteur, Organdi, qui est peut-être parmi nous, je ne sais pas, c'est une écrisse, donc je vous cite, arrêtez-moi si je me trompe. La critique sociale sous-jacente ne m'a pas échappé et j'adhère également aux analyses plus ou moins sous-entendues au cours du récit. Donc c'est quelque chose qui était en fait très présent. Et pourquoi vous ne souhaitiez pas forcément le revendiquer? Non, c'est pas tant que je souhaitais pas, c'est que j'avais pas l'impression, je lis pas un roman pour lire de la politique, mais finalement quand je lis un roman qui ne parle pas de politique, j'arrive à m'ennuyer rapidement. Vous souhaitez rebondir? Je suis assez ce que j'ai dit, mais moi j'ai beaucoup apprécié, puis je pense qu'on a les mêmes opinions à l'intérieur à faire passer, et moi ça m'a plu parce que ouais, on se retrouve un peu, moi je me retrouve un peu dans les activités sociales que vous avez glissées. Pas de soucis. Est-ce qu'il y en a de l'autre côté? Ça me fait penser un peu à des romans de Patricia Smith, je ne sais pas si vous avez vu dans les années 50-60, je ne sais plus si elle est encore là aujourd'hui. C'est vraiment le côté noir, effectivement sans être un roman policier. Et le rebondissement de la fin est assez marrant, parce qu'effectivement, on imagine des choses différentes. Mais ce que j'ai trouvé intéressant dans l'histoire de Leslie, c'est justement ce personnage qui est ni blanc ni noir, mais qui a une véritable personnalité, et puis la façon dont il interagit dans un village où finalement tout le monde finit par se connaître, une petite ville qu'on imagine très France profonde. Ça, j'ai trouvé que c'est remarquablement bien campé. Alors j'avais un personnage dans le roman précédent qui était très misanthrope, et je voulais un peu tourner le gouvernail pour faire en sorte que le suivant, que Kamel Wozniak soit un peu moins misanthrope que le premier pour ne pas tomber dans la caricature. Et puis un peu, c'est le plaisir de polir des facettes et d'arriver à le faire paraître un peu plus différent. À propos des personnages, peut-être pour tous les deux, Nicolas d'abord, que ce soit Kamel ou d'autres personnages du roman, ne sont jamais vraiment ceux qu'on croit au départ. Ils ont toujours plusieurs facettes que vous dévoilez petit à petit. J'ai lu que c'était un grand plaisir de votre part de travailler les personnages. C'est ce qui est le plus important pour vous dans le récit, c'est justement d'approfondir tout ce que les gens peuvent cacher en eux. Ouais, quand j'allume mon ordinateur, c'est pour travailler des images, pour travailler à l'échelle de la phrase, travailler des paysages et des personnages. Et je me rends aussi compte, j'en avais peut-être moins conscience il y a quelques temps, que le personnage finalement c'est de la matière, de la bonne matière de travail. Donc on passe des couches, on en repasse, on arrive à polir différentes facettes. Et le personnage évolue au fil de l'histoire. Et il est vrai que c'est agréable de les faire paraître de différentes façons. C'est un peu mon côté facétieux. De changer l'angle de vue auprès du lecteur sur les différents personnages. Là, comme dans la science de l'esquive, on en a plusieurs, il y a forcément matière à s'amuser. Avec cette idée de... Vous les avez tous en tête
au départ, ou c'est vraiment au fil de l'écriture qu'au fil de l'histoire, ils se révèlent à vous-même? Oui, je les ai à peu près tous en tête, mais ils changent de nom, ils changent de caractère, ils se forgent au fur et à mesure de l'écriture, au fur et à mesure des rebondissements, des péripéties, donc ils s'affinent sur le temps. Aurélie, alors vous, ce sont deux femmes, d'une mère et de sa fille. C'est le féminin qui vous intéressait, c'est le rapport très maternel qui existait entre ces deux personnages? Oui, et juste, je peux dire quelque chose, ce que je trouve fort chez Nicolas aussi, c'est des personnages qui ne sont peut-être pas ceux qu'on croit, mais sur la question de la morale, de la politique, et je trouve qu'il y a même quelque chose de presque un peu philosophique, sans du coup dire à la fin effectivement, mais il interroge quand même ce qu'est le bien et le mal. Est-ce que le bien est toujours là où on croit? Est-ce que le mal est toujours là où on croit? Est-ce qu'il existe des bonnes ou des mauvaises raisons de faire ce qu'on fait? Donc je trouve qu'entre les personnages et la façon qu'il a tricoté cette histoire, il a soulevé ces questions-là plus profondes que ce que l'histoire veut bien nous raconter, et réinterroger ce qui pourrait être bien dans des cases de personnages typiques, de personnages typiques, et puis l'histoire, le bien, le mal, je trouve fort. Voilà. Le féminin, oui. Alors, les personnages non plus ne sont pas dans des cases. Elles ne sont pas simples, toutes les deux. Non, les relations ne sont pas simples, elles sont pleines de nuances. Il n'y a que deux personnages, d'une certaine manière, mais il y a plein de facettes différentes. Mais effectivement, ça m'intéresse beaucoup cette question de la nuance, ça me plaît beaucoup. La question du féminin, elle était, comme disait Nicolas, là il y a peut-être des intentions qui nous échappent un peu à des moments aussi, donc voilà, c'est un sujet qui compte pour moi. Et alors j'ai tendance, pour le plaisir de chipoter, mais de plus dire que c'est l'histoire d'une fille et de sa mère que d'une mère et de sa fille, mais ça compte pour moi parce que dans ce sens-là, autant dans un sens on peut se poser la question de la transmission, mais dans ce sens-là on se pose la question de l'héritage. Après sur le féminin, il y avait aussi cette question du rapport au corps qui comptait, et j'avais envie d'aller explorer ce qui peut-être ne se voit pas forcément, ce qu'on peut partager, un réel que l'on partage de fait les uns les autres, dans un décorum qu'on partage, etc. En revanche, ce qui vous est peut-être moins accessible, c'est ce que l'on a nous, chacun, en nous, notre psychologie, notre histoire, nos émotions. Et c'est ça que je voulais peut-être aller décrire avec un féminin que je connais peut-être un peu mieux. Avec deux personnages qui n'ont pas de prénom d'ailleurs. Non. Et je sais que c'est un choix assez assumé, on vous l'a peut-être reproché pendant l'écriture à Livrinova ou à d'autres moments, mais c'était un choix tout de suite toujours assumé. Personne ne me l'a reproché parce que personne n'a lu avant que ce soit diffusé. Mon mari quand même à un moment donné m'a dit moi j'aurais mis des prénoms. Ok. Non, alors ça m'a semblé, j'étais à l'aise avec ça parce que pour le coup ça me semblait presque être un artifice en fait. Alors Marie parlait tout à l'heure d'universalité, j'avais l'impression d'en faire trop en mettant des prénoms, j'avais l'impression d'en faire trop, enfin d'ailleurs j'ai même pas tenté de mettre des prénoms, je trouvais que c'était pas le sujet. Ça me semblait être des artifices qui ne fonctionnaient pas. Alors c'est pas exactement un huis clos, mais il y avait cette idée de huis clos tout de même dans l'écriture du roman. Comme il y avait une notion de retraite et de repli, alors il y a ce moment où elle va à la ville quand même, mais effectivement ça s'imposait un peu. Quelque chose de... Comme quand vous allez vraiment essayer d'aller chercher ce que vous avez au plus profond de vous, c'est cette justesse-là que je cherchais, en fait, d'essayer d'être juste dans ce qu'elle ressente, dans ce qui se passe en elle, et quelque chose qui est très macro, qui est très précis, et du coup dans l'espace aussi un peu, et puis là aussi c'est ce double mouvement de quelque chose de très serré dans le huis clos, et en même temps dans un espace grand. Et une question ici. Oui, bonsoir, j'avais une question. Le lien, outre le lien filial, il y a aussi le lien avec les livres qui est entre les deux. Donc, quelle est la place du livre aussi pour vous? Alors, je pense, je vais peut-être. Je pense qu'à travers les livres, j'explorais aussi ce même mouvement, en fait, de quelque chose de fermé dans le livre, d'écrit, de clos, avec un sens, et qui nous emmène dans d'autres histoires, dans des ailleurs, et j'aimais aussi ça que je trouvais exactement comme ce que je viens de décrire, donc à la fois ces choses contenues
et ce possible très ouvert. Et puis c'était aussi une façon de les réunir, c'était une façon d'évoquer quelque chose qui compte pour moi de cette question de la littérature, de l'écriture. Donc c'était une façon de les réunir. Et... D'autres questions? Le jeu, la première personne, c'est imposé naturellement? Ça, je me suis posé des questions sur la première personne ou pas, au risque aussi là aussi peut-être d'en faire trop. Le jeu, d'un coup, il est très impliquant, et puis il soulève tout de suite la question de l'autofiction, de l'autobiographique, avec laquelle je n'étais pas très à l'aise, parce que je trouvais que c'était pas ça le sujet. Mais c'était quand même ce qui me paraissait le plus juste là. Et puis en fait, dans le duo fille-mère, du coup, en ayant le jeu, je pouvais avoir le elle. Du coup, j'étais comblée, j'avais les deux. J'avais plus à choisir. Nicolas, vous, il est la troisième personne, ce récit. Alors, on est tout de même vraiment très proche de ce personnage principal. Pourquoi ce choix? Parce que le précédent, il était à la première personne, il était au passé simple, au passé. Et là, d'entre eux, j'ai décidé de faire du il et du présent. Mais il y a derrière des enjeux d'écriture, des petits détails que j'ai plus tout à fait en tête, mais dans le choix, quand on a affaire à deux femmes, elle, c'est peut-être compliqué, deux hommes, il et il aussi. Bon, mais on trouve toujours des solutions, c'est ce qui est bien dans l'écriture, c'est qu'il y a toujours une solution. D'autres questions sur l'écriture, sur le sujet qu'on n'a pas forcément abordé? Il y a une critique qui revient souvent pour vos deux ouvrages, pour l'écriture, qui est saluée dans les deux cas, c'est le fait d'être concis. C'était deux volontés de votre part respectives, d'être concis, d'aller à l'essentiel. Moi, oui, c'est une volonté, ouais. Je voulais, encore une fois, toujours avec l'expérience du premier, je voulais faire un peu moins, aller un peu plus à l'essentiel, même si l'autre n'était pas très très épais, il n'y avait pas beaucoup de gras. Mais là, j'avais une volonté que chaque mot, chaque phrase, du moins, apporte quelque chose au roman. Pardon, moi je lis dans la conversation. Non, mais pour les deux, parce qu'on parlait de discours politique ou sociétal, là on parle d'écriture et de concision. Mais je crois que ce qui vous réunit aussi, et c'est ce que j'aime moi, alors ça dépend après des sujets qui demandent plus de baroque, etc. Mais en fait, c'est une forme de minimalisme et de travail sur l'ellipse, que ce soit sur l'histoire ou sur le style. Moi, en tant que lectrice, avant de penser comme une éditrice, ce que j'aime, c'est vraiment qu'on me donne une part aussi du travail quand je lis un livre. En gros, j'aime bien qu'il y ait une rencontre avec l'auteur et j'aime bien me dire que je peux terminer un jeu sur le style, terminer une pensée sur l'histoire, etc. J'ai envie d'être partie prenante, j'ai pas envie d'être passive et je crois que les deux textes demandent beaucoup d'activité justement dans des genres très différents. En plus, dans le texte de Nicolas, mais dans Sous Compost notamment, il y a une part à l'humour qui est assez importante, qui est un humour noir, caustique, mais voilà, c'est deux auteurs, je trouve, très différents, mais qui sont plutôt minimaux et qui jouent sur l'ellipse, globalement. Moi, je pense qu'il y a deux choses. Il y a que je ne peux pas faire autrement. Ça limite un peu le champ, je pense que c'est une façon de fonctionner. La deuxième, c'est que je pense que j'avais aussi la crainte je pense que j'ai la crainte d'en faire trop. J'aurais très peur qu'on me dise que j'ai délayé. Donc peut-être à tort, peut-être que je pourrais aller plus loin, mais voilà, on a tous ces trucs sur lesquels on est sensible, et moi, du coup, ça s'impose assez naturellement. Et il y a un vrai jeu avec le lecteur sur le non-dit, sur ce que vous ne dites pas forcément tout de suite. C'est quelque chose qui est très présent dans ce que vous dites, sur ce que justement vous ne dites pas. Oui, parce que j'aime beaucoup, j'ai travaillé ça en études de lettres, la part du lecteur, c'est un sujet qui m'intéresse, la part du lecteur. Et là aussi, je trouve qu'on ne donne pas quelque chose de définitif, en fait, on invite quand même à quelque chose quand on écrit, que chacun va prendre avec lui, avec sa propre histoire, ses propres goûts, le moment où il le lit. Enfin,
la notion de traversée porte bien son nom. Enfin, je pense quand même qu'on lit des livres pour ces rencontres-là, qui se passent ou pas. Et quelque chose de trop définitif peut peut-être parfois empêcher ça. Je ne sais pas. Donc le non-dit, c'est une façon peut-être de tenir l'histoire aussi, une façon de dire prenez-la comme vous voulez. Parce que Nicolas, il y a des réponses dans vos romans, mais il y a énormément de non-dit pendant de longues périodes de lecture. Oui, là, c'est le jeu avec le lecteur, c'est le fil de la narration qui est tendu, et moi qui me permet de développer mes images et mes personnages. Vous la rajoutez sur le fait d'être bref, d'être concis dans les phrases. C'est pas toujours le plus évident, c'est parfois plus facile d'écrire des grandes tartines, mais après de réduire au maximum, c'est aussi un exercice qui peut être un peu délicat, mais très agréable. Et oui, sur le non-dit, c'est du jeu avec le lecteur, qui permet de développer d'autres choses. C'est aussi ce qui permet de développer l'histoire des jeunes électeurs ou des autres personnages dont on n'a pas parlé, mais c'est la dorsale. On peut en parler des autres personnages parce que les second rôles sont très importants dans votre roman. C'était important qu'ils aient tous une existence propre. Oui, c'est encore une fois l'idée de s'atteler à un petit monde, une petite ville, et puis choisir quelques personnages et les développer au maximum de façon à les rendre le plus vivants possible, d'avoir un peu un livre à 360 degrés. J'aime moi être immergé à la fois quand j'écris un livre mais dans un lien, j'aime ça, j'aime me sentir immergé dans un monde, donc les personnages dans ce sens-là sont importants, que chacun ait finalement sa petite vie et sa petite histoire personnelle, avec pour certains des rebondissements ou des choses qui sont cachées et qui apparaissent plus tard, avec le soin de bien tirer le fil jusqu'au bout pour ne pas laisser le lecteur un peu au milieu du gué. Je trouve, il y a un truc il est en cavale, donc ça pourrait être l'image du héros total, c'est-à-dire que je vais prendre toute la place, mais qu'est-ce que je fais là? Et je suis partie, je l'ai décidé, un jeu hyper fort. Je trouve qu'il pourrait y avoir un héros qui prend toute la place dans ce cas-là. Et le fait qu'il y ait d'autres personnages avec des histoires fortes qui sont là, etc., c'est l'invasion en fait. J'essaye de partir, je veux me cacher, et en fait les autres existent toujours quoi que je fasse. Donc je trouve ça intéressant que typiquement la cavale et tu veux te cacher, tu es le héros de cette histoire-là, et non, il y en a d'autres. Et un héros qui pourrait être un héros de polar, ça a été souligné dans un peu critique à la commission un peu ce soir. Il y a les codes avec lesquels vous flirtiez déjà dans le premier roman, les codes du polar. Là, vous le refaites ici. Il y avait ce jeu avec les différents codes, avec le genre du polar. Ouais, mais encore une fois, le faux polar, je prenais vraiment plaisir à faire croire que ça allait être sanglant et pour tendre au maximum sur ce code-là, mais sachant, je savais qu'à la fin, ça serait pas ça. Et avec ce qui a été dit avec Aurélie sur la figure du héros qui arrive dans une ville, ça peut être aussi un western. On peut lire ce roman comme une sorte de western. Ouais, j'ai quelques symboles du western depuis notamment. Alors déjà, les paysages sont un peu ceux du western. Il y a une question. J'avais une question sur les deux titres. On va commencer par préférer l'esquive, la science de l'esquive en fait. C'est pas préféré. Mais justement, vous esquivez, vous bondissez sur plein de personnages. Vous nous surprenez parce que moi j'imaginais qu'il y avait vraiment quelque chose de très grave, etc. Donc, déjà, je trouve que le titre est génial. Et du coup, la science de l'esquive, vous pourrez nous en parler. Et puis, préférer l'hiver aussi, je trouve que le titre est super. On attend quand même le printemps. Et je voulais savoir si vous préfériez l'hiver. Voilà, sur les deux titres. Si je préfère l'hiver, j'aime bien l'hiver. Je trouve qu'il y a une mélancolie qui me convient bien. Mais il y a 4 saisons, j'ai rien contre les autres. Bonsoir. Oui, les titres, je trouve ça très compliqué et c'est dur de se décider. J'aime bien les partager. Enfin, ça n'attendait qu'à moi, il y aura un sondage avec 50 personnes pour trouver le meilleur, parce que ça serait très productif. Mais bon, une fois qu'il est trouvé, c'est un peu comme un prénom. Une fois qu'il est trouvé, c'est bon, ça ne bouge plus. Mais avant,
J'ai l'impression que Marie a des choses à dire sur le titre. Il faut bien avouer qu'avec Nicolas, pour les 2 romans, on a beaucoup échangé sur les titres. Ça a été des débats. Dans l'ancienne maison chez Fleuve, on avait énormément débattu sur ce compost, ça s'est fait dans le sang et dans les larmes. On a un roman là-dessus d'ailleurs. Mais... C'est ça. Et pour celui-ci, là je le dis parce que vraiment, donc c'était pas ce titre, on a discuté, on a beaucoup échangé, même dans la maison avec Nicolas. Et moi il y a un titre que j'adore et que j'avais dans mes notes de titre depuis des années, et qui est Nul si découvert. C'est ce qu'on voit sur les bancos, etc., sur les jeux à gratter. Et je trouvais que ça allait bien au roman à l'époque. Puis en fait, on s'est dit que La science de l'esquive, c'était vraiment parfait par rapport à Kamel. Et il y a eu un premier roman cette année, à l'Olivier, qui porte le titre Nul si découvert. Et ça, c'est hyper dur quand on a des listes de soit de prénoms d'enfants, soit de noms de romans, ou de noms de collection. Voilà. Désolée, hein, c'est pas très intéressant ce que je fais. Une question ? Bonsoir, en fait c'est une question pour Nicolas Malesky par rapport justement au titre La science de l'esquive, parce qu'on se rend compte que finalement, même si le personnage principal fuit quelque chose, il y a d'autres, tous les personnages en fait qu'il rencontre fuient également quelque chose dans leur vie en fait. Et je regrette que tout le monde n'ait pas lu du coup le livre parce que je voulais... En dédicace, vous pouvez... Oui, je voulais... parler un petit peu de ça, mais justement quand on pense qu'on est dans du polar, puis finalement on n'est pas dans du vrai polar où ce ne sera pas sanglant. Est-ce que, c'est une question, on va dire, question morale, où tout à l'heure on me disait finalement c'est pas si grave, mais en fait c'est là où on se dit mais est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, ça m'interroge encore quoi. Et parce qu'en fait bon, il a très bonne raison. C'est ce côté moral qui m'intéressait déjà d'arriver à le défendre, c'était pas évident. Surtout que je peux pas en dire plus qu'on vu. Tu vas faire sortir des gens. Ça peut faire poser des questions à certains. Et donc d'arriver à le défendre ça, c'était aussi un peu mouvant. Mais oui, ça ouvre après sur des questions. Quand j'ai trouvé ce truc, j'ai vu qu'il y avait un boulevard entre guillemets qui me plaisait bien. Complètement, parce qu'après on se dit qu'il aurait pu faire ça comme ça ou ça comme ci, mais en fait vous répondez aussi à ces chemins, voilà, c'est pour ça. Oui, je voulais juste rebondir. Sur le titre, c'est parce que de mémoire, ce que j'ai lu il y a 2 mois, au tout début, il fait des arts martiaux, c'est ça? C'était un... C'est de la boxe, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc il y a toute une logique, me semble-t-il, et je trouve le parallèle entre le fond et la forme, pour le coup, vraiment réussi. Après, sur la non-gravité, donc on ne va pas faire le sujet, mais alors là, je ne partage pas du tout votre point de vue, ça m'a... voilà, pour qui elle dit, disons, c'est... On dédicace. Non, ce que je trouve intéressant, pour revenir au sujet, est vraiment sympa, c'est justement que c'est ni blanc ni noir. Et moi, ça me fait pas du tout penser à Nicolas, ça me fait plutôt penser, je reviens à Ice Smith, parce qu'elle a vraiment l'habitude de... Je veux dire, un de ses grands, comment dirais-je, héros, c'est... J'ai oublié son nom d'ailleurs, mais... Pardon ? Le talentueux monsieur Léclette. Voilà, merci. Il démarre, il y a un très beau film d'ailleurs d'un grand cinéaste français. Il tue son meilleur copain pour s'approprier la fortune de... Bon, mais finalement, c'est un personnage qui est ambivalent, etc. Et la vie, c'est ça, c'est des gens qui sont jamais ni blancs ni noirs, et c'est ça qui est assez rigolo. Mais à la fin, quand on découvre ce qu'il a fait, moi, je comprends tout à fait qu'il se pose quand même des questions, parce que c'est un vrai sujet. Enfin, ce qu'il fait, à mon avis, est très grave. Mais bon, c'est... je sais pas, j'ai... Oui, mais on imagine. Ouais, bon, après... On va en parler après sur le débat et sur les entre nous avec. Mais moi, la question que je vais vous poser, c'est parce que l'éditrice parlait à juste titre de toute la littérature française, mais ça m'a vraiment plutôt fait penser justement au roman noir américain, parce qu'il y a toute une tradition, alors c'est pas spécifique du truc, mais le facteur saute de foi, parce qu'il y a comme des clins d'œil, alors je ne sais pas si vous l'avez lu ou vu le film, mais enfin il y a quand même des idées de. Ou dans les personnages justement de Ripley et compagnie, vous avez eu des romans noirs, c'est un peu inspiré, même il y a des chanteur qui sont un peu comme ça, avec des personnages un peu équivoques.
Ouais, au moins dans le début, alors je mélange un peu les facteurs qui sonnent 2 fois, tous ces romans qui sont parfois des films, mais oui, j'avais ça un peu en tête, du noir et blanc, l'arrivée en ville, dans le bus, tout seul, un peu de dos, il descend du bus, et il y a un de moi j'en ai un Maury, le policier qui crache par terre, donc c'est vraiment un peu du Farquaad ou du roman noir. Mais oui, c'est l'art, c'est le décor. Alors, on a parlé un peu du genre avec vous. Aurélie, on a parlé peut-être de nature writing pour parler de l'ouvrage et de vos influences. Certains ont cité Jane England. Est-ce que c'est certaines de vos lectures, est-ce que ça a pu inspirer justement l'écriture de ce roman? Oui, ça fait partie des lectures. Tout ce qui va... Il y a une phrase avec laquelle je ne suis pas super à l'aise, c'est quand on dit le paysage est un personnage à part entière. Phrase de festival. C'est peut-être juste, mais je sais pas, on a parfois des blocages sur les phrases. En tout cas, il était important pour moi que cette nature est importante à décrire et à positionner. Donc tous ces romans américains qui laissent la part belle à l'espace comme ça, et je ne vais pas répéter tout le temps la même chose, mais je pense que cette notion d'espace nous permet aussi de sonder des choses très intimes. Et la corrélation entre les deux me plaît. Donc effectivement, dans des romans de nature writing, je suis bien dans le texte. Et avant une dernière question du public, Marie, sur le genre, peut-être pour rester là-dessus, vous êtes une lectrice et éditrice intéressée par le genre, justement, que ce soit au contraire des romans qui sont justement un peu à la frontière, peut-être? En fait, c'est surtout que j'ai toujours envie de trouver des romans qui sont pas forcément à classer dans des... Effectivement, j'aime bien quand ça sort un petit peu, qu'on joue avec le genre, qu'on se plante complètement de voix avec les personnages. En fait, c'est quelque chose d'un peu peut-être ludique, où on parlait de facétie tout à l'heure, c'est quelque chose qui me plaît. Pendant 4 ans, j'ai travaillé chez Fleuve Noir, j'ai travaillé le genre. Je n'étais pas une immense lectrice de genre, comme tout le monde, j'ai lu Elroy, Truman Capote, mais ils sont même plus vus comme des auteurs de genre à part entière, c'est des auteurs en fait. Et si aujourd'hui, en tant qu'éditeur, on est tenu de dire, parce qu'en librairie, il faut classer dans des rayons des livres, et on doit s'y tenir quand même, j'aime bien m'amuser avec ça dans une collection de littérature générale et me dire, ben voilà, le roman de Nicolas Malesky, il y a un petit peu de western, un petit peu de roman noir, mais finalement c'est un roman, tout simplement. Celui d'Aurélie, je retrouve, on parle de Jane England, moi ça m'a rappelé aussi quand j'ai lu Christian Guy-Poliquin, Le poids de la neige, des textes comme ça qui sont très liés à la nature. Et j'aime bien que ça convoque, en fait là on parle de... Ce sont des grands lecteurs et que ça convoque toutes les couches, les strates de lecture et de genre qu'on a accumulées sur des décennies de lecture. On a fait une rencontre avec Christian Guy-Poliquin, si vous souhaitez voir le compte rendu de la rencontre, il est en ligne. Il y avait une question. Oui, c'était sur vos descriptions, Aurélie Jamin. Les descriptions de l'hiver et de la nature sont parfois quasi scientifiques. Je pense au début du roman, par exemple, le 3e chapitre ou 4e chapitre, où vraiment on se détache des personnages et vraiment ça fait penser à un manuel scientifique ou un documentaire en fait. Et donc je voulais savoir, vu que c'est très bien écrit, vous êtes plutôt littéraire, mais là je me suis dit, est-ce qu'elle est aussi autant scientifique? Pas du tout. Mais ou quand je parle du ragondin, par exemple, on sous-estime le ragondin. C'était aussi... il y a la littérature, il y a les émotions, etc. Et de ramener du factuel aussi. Il y a ce réel qui existe et qui est, que l'on peut pour le coup un peu borner. Donc la dimension un peu plus scientifique sur ces parties-là, elle m'intéressait pour ça. Donc, dans ce flou et dans cette complexité que sont nos émotions, ce que l'on traverse, nos psychologies. C'est ce que vous voyez au quotidien, ou bien vous êtes allé, c'est ce que vous avez observé au quotidien, ou vous êtes allé fouiller dans les livres pour savoir un peu la vie, par exemple, du ragondin. Ça fait 2 ans que je l'ai lu, je n'ai pas tout en tête. Alors je me demandais... Viens dans le micro. Oui, je me demandais comment vous était venue cette écriture. Voilà. Est-ce que vous Alors donc je vis en France, donc pas dans un pays froid.
Donc là-dessus, je ne suis pas inspirée de mon quotidien ou de mon réel. Sur le reste, oui, ça fait partie quand même de mon décorum à moi, donc je suis allée chercher ça. J'avais un ragondin chez moi. Confession. On va passer à la séance de dédicace et on va prendre un verre aussi de chanson pour débattre sur des sujets qui ont été abordés. On pourra spoiler Voilà, on pourra spoiler entre nous, ceux qui ont lu et ceux qui n'ont pas lu, pour en parler aussi de leur côté. Un dernier mot, Marie, sur la suite de la collection, les prochains ouvrages. Donc, il y a 8 titres, ça vous disiez, par an. Alors peut-être 7, hein, pour la première année, parce que quand même on parle d'une page blanche. 7, 8. Oui, à venir, il y aura un texte là au mois d'avril de Anne de Quinquelin, 12 bis, avenue du Maréchal Joffre. Je ne vais pas tout résumer ici parce que vous allez les découvrir et je ne veux pas prendre trop de temps et vous laisser rencontrer les auteurs. Un texte très poétique, très fantaisiste autour d'une adresse que la narratrice et l'autrice Anne de Quinquelin vivent comme l'adresse la plus banale qui soit et qui va occasionner un itinéraire absolument fou à travers la France. Je n'en dis pas plus. Il y aura aussi un texte en mai, Le bruit des avions, vous aurez l'occasion de les lire, je pense. Il y a aussi, évidemment, on prépare une rentrée, notre première rentrée d'août. Alors, on ne va pas commencer à en publier 15, et donc il y aura un texte, un premier roman d'une jeune ingénieure agronome, Louise Broès, qui sera un texte autour des questions d'environnement, d'écoféminisme, etc., de sorcellerie de femmes. Et il y a aussi, donc il y aura d'autres textes, et il y aura aussi, là c'est une nouvelle qu'on a eue juste avant Noël, on fera le premier récit de Gringe. Alors je ne sais pas si vous connaissez Orelsan, les casseurs-flotteurs, bloqués, etc. Mais il va publier son premier livre aussi, ce sera à l'automne prochain. Donc voilà, et d'autres textes, mais je ne vais pas tout annoncer maintenant. Merci beaucoup Marie, merci Aurélie Janin, préférée l'hiver, et merci beaucoup à la